Côte d'Ivoire, Vietnam, Algérie, Madagascar, Syrie, Maroc, Gabon. L'empire colonial français s'est effondré en l'espace d'un quart de siècle. La France s'est acharnée à conserver ses colonies par tous les moyens. L'aveuglement de la République a nourri des décennies de haine et de violence. Cette histoire a laissé des traces indélébiles dans les cœurs et dans les âmes. Je proclame l'indépendance. Le temps des colonies n'est plus, mais les blessures restent vives. Je vous ai compris. Il est temps d'affronter ce passé qui a fait couler tant de sang et de larmes. Comment tourner une page quand elle n'est pas écrite? C'est des choses qui ne s'effacent pas. Qu'elle soit heureuse ou malheureuse, nous avons une histoire commune. On ne peut pas corriger le passé. En revanche, ce qu'on peut corriger, c'est l'erreur qui consiste à ne pas le reconnaître. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Le 1er septembre 1939, le monde s'embrase. De Mayotte à Tombouctou et de Saïgon à Alger, les soldats de l'Empire sont mobilisés. Traversant les océans, les indigènes des plus lointaines colonies viennent offrir leur vie à la patrie menacée. 100 millions de Français, animés d'une foi invincible, sont décidés à soutenir leur effort jusqu'au triomphe de la civilisation française. Dix mois plus tard, le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. Dans les rangs des troupes coloniales, la surprise est immense. La France est défaite. Le colonisateur blanc n'est donc pas invincible. Alors que le maréchal Pétain prône la collaboration, le général de Gaulle, lui, appelle à poursuivre le combat. Mais le rebelle reste bien seul. Pour libérer la France, il ne dispose que d'une option: rallier l'Empire à sa cause, à commencer par l'Afrique. Dès le mois d'août 1940, Félix Éboué, le premier gouverneur noir du Tchad, rejoint l'homme du 18 juin. Bientôt, le Cameroun, le Congo, le Gabon et bien d'autres se rallient à leur tour. Fort de ses soutiens, De Gaulle peut désormais préparer la libération de la France occupée. Entre partisans du général et du maréchal, l'Empire est coupé en deux. Au fil des mois et des batailles, des pans entiers de l'Empire basculent dans le camp gaulliste. Le général n'est pas avare de promesses. Il s'engage à offrir l'indépendance à la Syrie et au Liban s'il se range sous sa bannière. Goumiers marocains, spahis algériens, tirailleurs sénégalais, soldats de Syrie et du Liban rejoignent les rangs des forces françaises libres. Des collines de Monte Cassino jusqu'aux forêts vosgiennes, les soldats de l'Empire volent au secours de la métropole. Les sauvages à civiliser sont devenus des libérateurs. Ils n'ont pas le droit de voter, mais ils ont le droit de mourir pour la France.
En 1944, alors que la défaite du Troisième Reich se profile, les revendications nationalistes ébranlent à nouveau l'ordre colonial. De Gaulle, qui sillonne l'Empire, a entendu l'appel. Pour galvaniser les troupes et calmer les esprits, des réformes s'imposent. Le 30 janvier 1944, devant une salle remplie de fonctionnaires coloniaux, quasiment tous blancs, le général ouvre la conférence de Brazzaville pour refonder l'Empire sur des bases nouvelles. Nous croyons qu'aucun progrès n'est ni ne sera un progrès si les hommes qui vivent sur leur terre natale, à l'ombre de notre drapeau, ne devaient pas en profiter moralement et matériellement. Voilà ce qui est le devoir de la France ici. De Gaulle affirme une volonté de changement. Mais d'indépendance, il n'en est pas question. Car la grandeur de la France dépend de son empire. Dans les colonies, la déception domine. Sept mois plus tard, à l'été 44, après avoir libéré la Normandie, les Alliés débarquent en Provence. La guerre n'est pas achevée. Et pourtant, l'actualité coloniale va basculer dans le sang. La victoire finale approche. Il faut blanchir l'armée pour affirmer aux yeux du monde que le peuple de France se libère par lui-même. Le gouvernement décide alors de démobiliser plusieurs régiments de tirailleurs sénégalais. Pour accélérer leur retour au pays, les autorités promettent qu'ils toucheront leur solde sitôt arrivés à Dakar. Confiants, la plupart des tirailleurs prennent la mer. Mon père s'appelait Antoine-Jean Abibou. Et il a été enrôlé dans les tirailleurs sénégalais. Ils débarquent à Dakar. Ils sont envoyés dans un camp qu'on a préparé pour eux. Il y a plus d'1 millier de personnes dans des baraquements. Et ils continuent la procédure pour se faire payer leurs émoluments, qui étaient indus. Et à force d'insister, un jour, le commandant du camp de Thiaroye leur donne rendez-vous sur la place des armes à Thiaroye. 1er décembre 1944, ils sont réveillés au clairon. On leur demande de se rassembler sur l'esplanade. Et ils s'aperçoivent qu'aux alentours du camp, le camp est complètement encerclé par toute une série de régiments divers et variés. Pour mater les tirailleurs, les officiers ordonnent de tirer. Les mitrailleuses crépitent. Les corps s'effondrent. Et on tire sur des gens qui juste demandaient leur dû. Ce n'était même pas une revendication d'augmentation de salaire ou d'un avantage particulier. Non, c'est ça qu'on leur devait. Ils ont manifesté sans être armés. Ils n'avaient pas d'armes. On les attire lâchement. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas été punis. C'est ça le mal. Ceux qui ont fait ça n'ont pas été punis. La répression a tourné au massacre. On dénombre plus de 50 morts et des dizaines de blessés. Les autorités ont commis l'irréparable. Elles ont tiré sans sommation sur leurs frères d'armes. Aucune image ne témoigne de ce crime. Le 8 mai 1945, l'heure de la victoire sonne enfin. L'Allemagne nazie capitule et l'Europe tout entière s'abandonne à la liesse. La métropole et l'Empire fêtent 5 ans de combats acharnés et la reconquête du territoire national. Une épopée sans précédent. À Tunis comme à Brazzaville, à Dakar comme à Alger, la population célèbre aussi la fin des combats. Mais dans le secret des cœurs,
les peuples colonisés réclament leur dû. Ils ont versé leur sang et attendent d'être payés en retour.